vidéo où nous allons continuer à parler des courants économiques. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Attention, n'oubliez surtout pas de partager cette vidéo. Dans la précédente vidéo, j'ai commencé à vous parler des courants de pensée économiques. Et j'avais principalement parlé du libéralisme économique, c'est-à-dire du courant libéral, d'Adam Smith, et j'ai brièvement parlé du marxisme. En effet, j'avais juste fait une introduction du courant marxiste de Karl Marx. Si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo, ou si vous voulez la suivre, j'ai mis le lien en description de ma présente vidéo. Je disais que nous avons principalement 5 courants économiques. Ces 5 courants économiques peuvent être classés en 2 grands groupes, le mercantilisme et la physiocratie, qui sont les courants qui fondent la pensée économique. Ensuite, il y a le libéralisme économique, le marxisme et le courant keynésien, qui sont les courants qui structurent la pensée économique. Alors, entrons dans le vif du sujet. Karl Marx est un philosophe et économiste allemand et auteur du manifeste du Parti communiste. Il est à l'origine du manifeste de l'une des idéologies les plus influentes de l'histoire. Cela va sans dire que Marx est contre le capitalisme. Pour lui, ce système a certaines contradictions. La recherche effrénée de profit conduit à l'accumulation et à la baisse tendancielle du taux de profit. Les capitalistes diminuent les prix et restreignent la part des salaires, ce qui entraîne l'appauvrissement du prolétariat. L'apparition d'une crise, l'apparition d'une surproduction et des crises durant lesquelles la lutte des classes s'est accentuée entraîne la prise de pouvoir par le prolétariat, la suppression du capitalisme et le passage au communisme. Les principaux ouvrages de Marx sont Manifeste du Parti communiste 1848 et Le Capital, Critique de l'économie politique 1867, 1885 et 1894. Que peut-on dire de la lutte des classes? À ce niveau, laissez-moi vous faire part d'une partie de ce qu'a écrit Chris Amman dans Qu'est-ce que le marxisme? Comme vous le savez tous, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous vivons dans un monde ou dans une société divisée en classes, dans laquelle une minorité de personnes possède une énorme partie de la propriété privée et la plupart d'entre nous, rien. Prenons un exemple très simple. Regardez vous-même dans votre quartier ou autour de vous. Vous verrez que socialement, nous ne sommes pas tous au même niveau. Ceci est valable partout. Il y a des gens qui vivent dans des maisons plus jolies comparativement à d'autres. Certains conduisent des voitures plus jolies que d'autres. Il y a plein d'autres exemples. Il y a même des quartiers qu'on sait nous-mêmes que tel quartier est plus chic que tel quartier. Et même sans que personne ne nous l'explique, on voit visiblement que ceux qui vivent dans les quartiers chics ont un niveau de vie, c'est-à-dire financièrement plus élevé que les autres quartiers qu'on considère carrément de quartiers moins chics. Vous comprenez un peu ce que je dis, je suppose. Naturellement, nous pensons tous qu'il en fut toujours de même depuis des lustres. Mais en réalité, pendant la plus grande partie de l'histoire humaine, il n'y avait pas de classe, pas de distinction sociale. Voilà donc comment était la situation pendant les 50 000 ans de développement humain, jusqu'à il y a 5 000 à 10 000 ans. Tant que le travail d'un homme
le permettait de produire plus de nourriture que ce dont il avait besoin pour vivre, il ne pouvait pas y avoir de classe. Cela veut tout simplement dire que tant que quelqu'un produit exactement la quantité de nourriture dont il a besoin sans qu'il n'y ait eu de surplus, il ne pouvait pas y avoir de classe. En effet, quel était l'intérêt d'avoir des esclaves si tout ce qu'ils produisaient ne servait qu'à les nourrir? Mais à partir d'un certain moment, les avancées dans la production rendaient les divisions de classe non seulement possibles, mais nécessaires. Suffisamment de nourriture pouvait être produite pour laisser un surplus après que les producteurs immédiats en avaient pris assez pour rester en vie, et les moyens existaient pour la stocker et la transporter d'un endroit à un autre. Les gens dont le travail produisait toute cette nourriture auraient pu simplement manger ce supplément de nourriture, puisqu'ils vivaient une vie assez misérable. Ils pouvaient être fortement tentés, mais cela les aurait laissés à la merci des ravages de la nature qui pouvaient être la famine ou une inondation l'année suivante et aux attaques des tribus affamées avoisinantes. C'était au début un net avantage pour tout le monde. Si un groupe spécial de personnes prenait en charge cette richesse supplémentaire, la stockait contre de futurs désastres, l'utilisait pour soutenir les artisans, construire des moyens de défense et en échangeait une partie avec d'autres tribus contre des objets utiles. Ces activités commencèrent à se développer dans les premières villes où des administrateurs, des marchands et artisans apparurent. Du besoin de noter sur des tablettes les traces des différentes sortes de richesses apparues, le développement de l'écriture. Ainsi furent les premiers balbutiements de ce qu'on appelle la civilisation. Mais, et c'est un mais de taille, tout cela était basé sur le contrôle des richesses par une petite minorité de la population. Et cette minorité utilisait cette richesse pour son propre bien autant que pour le bien de la société dans son ensemble. Plus la production se développait, plus les richesses s'entassaient dans les mains de cette minorité et plus elles se détachaient du reste de la population. Les règles qui existaient en tant que moyen pour permettre à la société de vivre devinrent les lois, insistant sur le fait que la richesse et la terre qui la produisaient étaient la propriété privée de la minorité. Une classe dominante avait vu le jour et les lois défendaient son pouvoir. On pourrait se demander s'il aurait été possible pour la société de se développer autrement, s'il aurait été possible pour ceux qui travaillaient la terre de contrôler ce qu'ils produisaient. La réponse doit être négative, pas à cause de la nature humaine, mais parce que la société était toujours très pauvre. La majorité de la population terrestre était trop occupée à gratter le sol pour une vie de misère pour avoir le temps de développer l'écriture et la lecture, de créer des œuvres d'art, de construire des bateaux pour le commerce, de repérer le mouvement des étoiles, de découvrir les rudiments des mathématiques pour prévenir les crues des rivières ou comprendre comment des canaux d'irrigation devaient être construits. Toutes ces choses ne pouvaient être découvertes que si toutes les nécessités de la vie
étaient prises en charge par la masse de la population, ce qui permettait à une minorité privilégiée de ne pas avoir à trimer du lever au coucher du soleil. Cependant, cela ne signifie pas que la division de la société en classes reste nécessaire aujourd'hui. Le dernier siècle a été le témoin d'un développement de la production inimaginable pour les générations passées. La pauvreté naturelle a été dépassée. Ce qui existe maintenant est une pauvreté artificielle. Ce ne fut pas seulement le premier changement d'une société purement agricole en des sociétés urbaines qui donna naissance à de nouvelles divisions de classes. Le même processus apparut chaque fois que de nouvelles façons de produire de richesses commencèrent à se développer. Ces apports essentiels sont la théorie de la valeur travail. La valeur d'un bien est fonction de la quantité de travail nécessaire à la produire, de la quantité de travail nécessaire à la production, de ce bien et de certains coûts intermédiaires, c'est-à-dire outils nécessaires à la production. Marx reprend des classiques anglais la détermination de la valeur fondée sur le travail. La théorie de la valeur, la théorie de la plus-value s'explique par la coexistence dans tout système capitaliste de deux classes en présence, les travailleurs qui n'ont que leur force de travail à vendre et les capitalistes qui détiennent la propriété privée des moyens de production. Ces deux classes ayant des intérêts contradictoires sont en lutte permanente pour l'appropriation de la plus-value. En effet, les capitalistes ne versent que des salaires de subsistance aux travailleurs, ce qui les permet de dégager une plus-value. Celle-ci est donc la différence entre le salaire versé aux prolétaires et la plus-value créée par ces derniers. Tout système capitaliste est confronté à la loi tendancielle de la baisse des profits. Pour augmenter leurs profits, les capitalistes ne peuvent indéfiniment baisser les salaires. Ils peuvent par contre augmenter leur capital technique. À terme, les capitalistes sont confrontés à la baisse tendancielle de taux de profit car seul le travail des prolétaires crée de la valeur. La concurrence et monopole, c'est-à-dire les entreprises se font concurrence en réduisant leur coût de production et leur profit et leur prix de vente. Cette situation conduit à la concentration des moyens de production et à la création de monopoles qui renforcent la domination de la bourgeoisie. En résumé, les prédictions de Marx sur la disparition inéluctable du capitalisme ne se sont pas réalisées. Le capitalisme a su sans cesse se réadapter à de nouveaux contextes, en particulier en se mondialisant. L'analyse marxiste, avec l'accent mis sur les contradictions internes de l'accumulation du capital, garde une certaine pertinence pour comprendre les luttes permanentes qui se nouent autour du partage de la valeur ajoutée entre salaire et profit. En conclusion, le marxisme repose sur la participation au mouvement réel de la lutte des classes afin de parvenir à une société sans classe sociale, sans patriarcat démocratique, mettant sans patriarcat démocratique, mettant fin à l'État et basé sur
La propriété collective et démocratique des moyens de production en tant qu'étape succédant au capitalisme. Alors, chers amis, nous voici à la fin de cette présente vidéo. Comme je l'ai déjà dit au début, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et vous trouverez en description de cette présente vidéo le lien de mon blog et le lien des articles précédents. Faites-y un tour, vous verrez beaucoup d'articles qui portent directement sur mes vidéos que je poste sur la chaîne et sur l'économie, bref, sur beaucoup de choses sur l'économie. Alors, on se dit à tout de suite dans une prochaine vidéo où je continuerai à parler des courants de pensée économique, c'est-à-dire les prochaines vidéos qui vont tout de suite suivre celle-là porteront sur les courants de pensée économique et les autres qui suivront après porteront sur l'économie en général. Merci et à tout de suite.